Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Pas de répit dans la bande de Gaza. Des frappes sionistes font des dizaines de martyrs et une frappe aérienne touche un commissariat de police dans l'enclave palestinienne et fait au moins 11 martyrs. En Iran, le président iranien accuse Donald Trump et Netanyahou d'avoir attisé les récentes manifestations qui ont secoué son pays. En Afrique, après la réussite du lancement du Alsat 3A, l'Algérie lance le deuxième satellite d'observation en moins d'un mois. Toujours en Algérie, au sud du pays, le groupe Cosider accélère la réalisation des gares de croisement sur la ligne stratégique Tindouf-Garage-Billet. Reportage dans cette édition. Et enfin, en Tunisie, les autorités prolongent l'état d'urgence jusqu'au 31 décembre 2026. Bonsoir et bienvenue. Au moins 26 martyrs ont été enregistrés parmi les civils palestiniens suite à des frappes sionistes, l'un des bilans les plus lourds depuis l'accord d'octobre visant à mettre fin au génocide dans l'enclave palestinienne. Les frappes ont touché des sites au nord et au sud de Gaza. J'étais à la prière de l'aube, nous avions fini de prier et j'allais mettre mes pantoufles quand j'ai entendu une explosion. Nous sommes arrivés en courant et avons trouvé mes cousins éparpillés dans les flammes. Nous ne savons pas si nous sommes en guerre ou en paix. Où est la trêve? Où est le cessez-le-feu dont ils ont parlé? Des avions de combat sionistes ont ciblé le poste de police de Sheikh Radwan à l'ouest de la ville de Gaza. Ce samedi, tuant 10 officiers et un détenu, le ministère de l'Intérieur palestinien a indiqué que des civils palestiniens sont également tombés en martyrs lors de cette frappe. À midi, l'armée d'occupation israélienne a perpétré un nouveau massacre en ciblant un poste de police dans le quartier de Sheikh Radwan. Il était midi, les rues étaient bondées et les équipes de la défense civile travaillaient avec un minimum d'outils et d'équipements. Nous creusions à main nue avec des outils rudimentaires, des pelles, un maillet et une pince coupante. J'ai entendu la frappe sur le poste de police. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des martyrs, des victimes, des gens démembrés. Il y a de la peur et de la terreur. Et c'est cette paix dont parlent les Juifs. Elle n'est que sur le papier et non réelle. La guerre continue. L'entité sioniste a violé l'accord de cessez-le-feu à 1450 reprises depuis son entrée en vigueur le 10 octobre 2025, faisant 524 morts et 1360 blessés selon un communiqué du bureau des médias de Gaza publié samedi qui ajoute qu'au moins 11 personnes ont été tuées entre vendredi soir et samedi matin, selon le communiqué. Le volume d'aide humanitaire entrant dans l'enclave est largement inférieur au niveau stipulé dans l'accord de cessez-le-feu sur les 66 600 camions d'aide commerciaux et de carburant qui devaient entrer à Gaza. Seuls 28 927 ont été autorisés à passer, les camions de carburant ne représentant que 2,7% du nombre convenu. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à garantir l'accès continu et sans entrave à l'aide à toutes les régions de Gaza. Il a confirmé dans un post sur la plateforme X que les Palestiniens de la bande de Gaza font face à des conditions difficiles dans des abris de fortune. Avec le froid et les fortes pluies, les enfants et les familles qui se réfugient dans des logements temporaires mal isolés font face à des conditions difficiles, avec peu de protection contre les intempéries. Les conditions hivernales, en plus de la surpopulation et du manque d'eau et d'assainissement, augmentent le risque de propagation des maladies et des cas d'infection respiratoire aiguë, ainsi que le nombre de cas graves nécessitant une admission en soins intensifs.
Un Libanais est tombé en martyr dans un bombardement de l'occupation sioniste qui a visé le village de Rabat Lattin dans le sud du pays. L'agence de presse libanaise a rapporté samedi que l'occupation sioniste a mené une attaque hostile visant les environs du village de Rabat Lattin dans le district de Marjayoun, dans la province de Nabatia, faisant un martyr selon un premier bilan. Le président iranien a accusé samedi le président américain et le dénommé Benjamin Netanyahou, ainsi que l'Europe, d'exacerber les tensions lors des manifestations qui ont récemment touché le pays et de provoquer le peuple. Donald Trump a exprimé vendredi sa conviction que l'Iran souhaite conclure un accord afin d'éviter une frappe militaire qu'il menace d'exécuter. Que ce soit Trump, Netanyahou ou les Européens, tous ont cherché à provoquer, à semer la division et à armer, entraînant dans leur sillage des innocents qu'ils ont déversés dans les rues, les incitant à vouloir détruire le pays, à créer des conflits et de la haine entre les citoyens, à semer la division. Lors d'une manifestation sociale normale, les gens ne prennent pas les armes, ils ne tuent pas les militaires, ils n'incendient pas les ambulances. Ils ne mettent pas le feu au bazar. Ce sont des manifestants. Notre devoir envers les manifestants est de nous asseoir à leur écoute et de répondre à leurs préoccupations. Nous sommes prêts à les écouter, nous sommes prêts. C'est notre devoir de nous asseoir avec eux et de résoudre leurs problèmes. Mais chacun sait que le problème ne se limitait pas à une simple manifestation sociale. Ils ont exploité nos problèmes, provoqué nos agissements et ils cherchaient et cherchent encore à détruire la société. La présence du guide suprême, son existence précieuse, et les perspectives qu'il offre en neutraliser ces complots et continueront de les neutraliser. Le chef d'état-major de l'armée iranienne, Amir Hatami, a déclaré ce samedi que les forces armées sont en état de préparation défensive et militaire maximale, alors que les tensions géopolitiques s'intensifient au Moyen-Orient suite à un renforcement militaire américain visible près du territoire iranien. Lors d'une cérémonie militaire à Téhéran, Hatami a souligné que les capacités de défense du pays étaient indestructibles. Après la guerre des 12 jours contre l'entité sioniste, l'Iran a considérablement renforcé ses capacités balistiques, offensives et défensive, a insisté le commandant en chef. Le président iranien a déclaré que l'Iran a toujours privilégié l'engagement et le dialogue pour résoudre les différends et ne recherche pas la guerre. Il a affirmé que l'approche de l'Iran repose sur le dialogue dans le cadre du droit international, le respect mutuel et le refus de toute menace aux coercions. Les médias iraniens ont rapporté que le conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait averti que toute action indiquant une intention hostile de la part d'un ennemi se heurterait à une réponse proportionnée, efficace et dissuasive. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré samedi que le changement de régime en Iran n'était qu'une illusion pour certains. Le ministre iranien a souligné dans des déclarations à la chaîne CNN que son pays est prêt à faire face à ceux qu'il a qualifiés de groupes terroristes, affirmant que l'Iran est prêt à coopérer avec les pays de la région pour maintenir la paix, la stabilité dans la région. Notre système est très solide et ses fonctions sont si robustes que le changement de personne ne fait aucune différence. L'Iran est prêt à entrer dans un accord nucléaire incluant des garanties de non-acquisition d'armes nucléaires et la levée effective des sanctions. Les réunions et discussions avec le président Erdogan et le ministre des Affaires étrangères sur les relations bilatérales entre l'Iran et la Turquie, ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun, ont toujours été fructueuses et constructives. Lors de ces négociations, j'ai de nouveau confirmé que l'Iran n'a jamais cherché à posséder des armes nucléaires et qu'il est prêt à entrer dans un accord nucléaire juste et équitable, garantissant les intérêts légitimes des parties iraniennes, et que l'accord inclut la garantie de ne pas posséder d'armes nucléaires et la levée des sanctions dans leur forme actuelle.
L'Algérie a lancé samedi son deuxième satellite en moins d'un mois, poursuivant ainsi le renforcement et le développement des capacités nationales dans le domaine de la surveillance spatiale et complétons la structuration du système de surveillance terrestre de haute précision. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi samedi au niveau de la station terrestre de télédétection le lancement du deuxième satellite Al-Sat 3B. Un communiqué du ministère algérien de la Défense a précisé que l'opération fait suite au succès du lancement du satellite Al-Sat 3A le 15 janvier courant depuis la base de lancement au nord-ouest de la Chine. Le groupe algérien Considère à travers son pôle T125 poursuit activement les travaux de développement de la ligne ferroviaire stratégique Tindouf-Garage-Billet. Les équipes accélèrent la cadence pour la réalisation des points de gare de croisement à Abadia afin de sécuriser et fluidifier la circulation des terrains. Couverture de Mohamed Wali Ben Chapan. Spécialisé dans les travaux publics et la pose de voies ferroviaires, le personnel du groupe Considère Pôle 125 poursuit ses efforts pour le développement du réseau ferroviaire stratégique reliant Tindouf-Garage-Billet. Nous nous trouvons aujourd'hui au point kilométrique 83 au PCG d'Abdallah, après l'achèvement des travaux de raccordement des lignes ferroviaires désormais en service. Nous avons également procédé à la pose des 2 rails dans le cadre de l'opération de soudage en préparation du point de croisement. Sur place, c'est l'équipe spécialisée du pôle T125 qui intervient. Le rythme des travaux s'accélère pour la réalisation des points de gare de croisement des trains situés entre les points kilométriques 83 et 86 dans la région d'Abedla, wilaya de Béchar. Les travaux que nous réalisons concernent le soudage. La première étape consiste à poser les 2 voies. La machine de soudage utilisée est une soudeuse électrique moderne capable d'effectuer l'opération en 1 minute 30. Ce rendement nous permet d'accélérer le travail. Ce point de croisement des voies permet de gérer le trafic et d'éviter les collisions entre trains. Le PCG est une infrastructure clé du réseau. Il permet d'organiser et de sécuriser la circulation des trains, notamment sur les lignes à voie unique, en facilitant le croisement et le dépassement des convois. Le projet qui était autrefois un rêve est aujourd'hui devenu une réalité grâce à Dieu et à l'engagement des travailleurs. Il ne faut pas oublier les directives du groupe, considèrent ainsi que le rôle des responsables qui ont assuré les meilleures conditions de travail malgré des conditions climatiques et géographiques particulièrement difficiles. Grâce à ces efforts sur le terrain, le projet a été achevé et remis avant même les délais impartis. Ce point de croisement 83-86 est le fruit des efforts soutenus des équipes mobilisées sur le terrain. Grâce à leur engagement, la ligne principale Tindouf-Garage-Billet a été mise en service avant les délais impartis. Toujours dans la wilaya de Béchar, plus précisément à Tarit, les journalistes d'Al24 News ont choisi de rappeler que préserver le trésor naturel dont jouit le sud ou le grand sud algérien était l'affaire de tous. Une opération citoyenne de nettoyage des dunes menée par nos équipes présentes sur les lieux. Reportage de Nariman Sekar. Tarit, un nom qui évoque le silence, l'immensité, la beauté brute du Sahara algérien. Ici, chaque dune raconte une histoire millénaire. Chaque paysage rappelle la richesse d'un patrimoine naturel unique. Mais comme ailleurs, ce joyau n'est pas à l'abri des atteintes humaines. Déchets abandonnés, traces invisibles mais bien réelles d'un manque de vigilance collective. Face à ce constat, les journalistes d'Al24 News ont décidé de ne pas se contenter de filmer. À Tarit, dans la wilaya de Béchar, ils ont troqué micro et caméra pour des gants et des sacs, menant une opération citoyenne de nettoyage des dunes. Le Sahara algérien, avec le grand air occidental où on se retrouve, il y a un deuxième, c'est le grand air oriental, c'est un Sahara très très vaste, très connu dans le monde. Il devient de plus en plus un lieu qui attire beaucoup de touristes. Il faut que les touristes qui nous visitent, que nous invités, voient des lieux propres, prennent des photos, prennent des belles photos, des vidéos, pour faire aussi la promotion à cet espace, à cette ville, à cette région. C'est une contribution des journalistes, des techniciens d'Al24 News, une petite contribution mais qui est quand même importante parce que ça véhicule aussi un message pour tout le monde
pour ceux qui s'intéressent à la propreté et s'intéressent aussi à la protection de l'environnement. Un geste simple mais profondément symbolique, car informer, c'est aussi montrer l'exemple. À travers cette initiative, Al24 News affirme sa vision du journalisme. Un média proche du terrain, conscient de ses responsabilités, engagé dans la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie. Cette action vise aussi à sensibiliser, rappeler que le Sahara n'est pas seulement un décor, mais un héritage commun à préserver pour les générations futures, car parfois, les plus grands changements commencent par des gestes simples. Bravo à toute notre équipe pour cette belle initiative. Et sur un autre sujet, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a présidé la délégation algérienne qui a participé aux travaux de la deuxième session de la réunion ministérielle du Forum de coopération arabo-indien qui s'est tenu dans la capitale indienne, New Delhi. Dans son intervention lors de la séance d'ouverture du forum, le secrétaire général a souligné l'évolution notable qu'a connue le partenariat arabo-indien au cours des dernières années, tant en termes de fréquence des rencontres politiques que des diversités des domaines de coopération. Il a également souligné l'importance urgente d'adopter une approche réaliste et responsable dans l'évaluation des réalisations depuis le lancement du partenariat arabo-indien en 2008. Au Maroc, les syndicats de l'éducation ont annoncé une grève nationale générale en février en protestation contre ce qu'ils ont qualifié de politique de procrastination adoptée par le ministère de l'Éducation nationale. Cette grève générale s'étendra sur 5 jours répartis en 2 phases, la première les 11 et 12 février et la seconde sur 3 jours du 17 au 19 du même mois. Cette escalade syndicale intervient en réponse à l'absence de solution claire concernant la mise en œuvre de l'accord du 26 décembre. Le décret numéro 14 de l'année 2026 portant prolongation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national tunisien du 31 janvier 2026 jusqu'au 31 décembre de la même année a été publié samedi au journal officiel de la République tunisienne. La précédente prolongation de l'état d'urgence avait été décidée le 29 décembre dernier et portée sur une durée d'1 mois, rappelant que l'état d'urgence est reconduit sans interruption dans tout le pays depuis le 24 novembre 2015. Et au Soudan, 3 mois après la prise d'El Fasher, dernier bastion de l'armée soudanaise dans la région du Darfour par les forces de soutien rapide, la brutalité infligée par ce groupe commence seulement à être mise en lumière. Les violences, notamment les massacres, ont transformé Al Fasher en un immense théâtre de crimes. Les bombardements et les tirs d'artillerie ont commencé, visant civils et soldats de toutes parts. Il y a eu des morts et des blessés. La survie ne tenait qu'à la chance. Celui qui parvenait à s'échapper était celui qui survivait. Il fallait fuir avec prudence en courant d'un bâtiment à l'autre, d'une tranchée à l'autre. Bien que la distance entre Al-Rachid et la zone d'artillerie ne fût que d'environ 1 kilomètre, il m'a fallu 6 heures pour l'atteindre, car les bombardements, les affrontements et les tirs n'ont jamais cessé. Lors de notre fuite d'Al-Rachid vers la zone de l'artillerie, il y avait des corps partout. Même plus tôt, en quittant l'hôpital saoudien pour me rendre à Al-Rachid, il y en avait aussi. Il y avait des blessés et d'autres encore vivants, mais souffrants, qui appelaient à l'aide. Mais il était impossible de les secourir car le moindre mouvement pouvait leur coûter la vie. La survie était une lutte individuelle. Chacun essayait de se sauver, mais il n'y avait aucun moyen de les aider. Plus de 200 personnes ont été tuées cette semaine dans un effondrement à la mine de coltan de Rubaya dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole du gouverneur de la province, Rubaya produit environ 15% du coltan mondial transformé en tantale, un métal résistant à la chaleur très recherché par les fabricants de téléphones portables entre autres. Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi le contrôle de nouvelles localités à Donetsk et Zaporijia. Le ministère russe de la Défense a précisé sur Telegram que ses forces avaient réussi à prendre le contrôle du village de Petrovka à Zaporijia et le village de Toretskoï à Donetsk.
On estime à plus d'un demi-million le nombre de migrants vivant en Espagne sans papier. L'Espagne souhaite désormais les intégrer. Plus tôt cette semaine, le gouverneur a annoncé qu'il accorderait des permis de séjour et de travail à tous les étrangers arrivés dans le pays avant le 31 décembre 2025. Cela fait presque un an que je suis en Espagne. Avant cela, j'étais au Royaume-Uni. J'y étais allée comme étudiante internationale. J'ai fait mon master et je travaillais dans la gestion immobilière. Mais à cause de problèmes de prolongation de séjour et de documents, j'ai dû déménager ici, en Espagne. Franchement, au début, je ne m'attendais pas à ce que ce pays soit aussi bien. Le climat, les gens, la culture, tout. Et surtout les mesures prises par le gouvernement. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous. Bueno, siento que esto en general ha sido, digamos, como una noticia. Eh bien, j'ai l'impression que c'est globalement une nouvelle plutôt positive pour beaucoup de gens. La plupart de mes amis et de mes proches, ici à Barcelone en particulier, sont des migrants. Et nous sommes tous dans des situations irrégulières. J'ai le sentiment que cela a été une source d'espoir pour nous tous. Car eh bien, beaucoup d'entre nous ne savent pas si nous pourrions continuer à vivre ici ou non. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure nouvelle de 2026 jusqu'à présent. Como la mejor noticia del 2026 hasta ahora. Le gouvernement américain a entamé une fermeture partielle samedi après que le Congrès n'ait pas approuvé le budget 2026 avant la date limite de financement fixée à minuit. Même si les perturbations devraient être limitées car la Chambre des représentants devrait ratifier en début de semaine prochaine un accord soutenu par le Sénat. Le Sénat américain a approuvé vendredi soir un plan de financement quelques heures seulement avant l'expiration des fonds publics. L'armée chinoise a mené samedi des patrouilles de préparation au combat dans les eaux territoriales et l'espace aérien de Wangyongdao, ainsi que dans les zones maritimes aériennes environnantes. Cette mesure vise à sauvegarder résolument la souveraineté et la sécurité de la Chine, à maintenir la paix et la stabilité dans la région de la mer de Chine méridionale, a déclaré le commandement dans un communiqué. Le Premier ministre britannique a rencontré son homologue japonais à Tokyo samedi pour des entretiens bilatéraux. Le voyage de Starmer au Japon conclut sa visite en Asie plus tôt cette semaine. Il se trouvait en Chine où il a rencontré des dirigeants chinois dont Xi Jinping. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué la relation solide que son pays entretient avec le Japon, affirmant qu'elle est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Ma visite ici aujourd'hui intervient à un moment où des chocs géopolitiques, économiques et technologiques ébranlent littéralement le monde, et cela importe profondément aux Britanniques, car ces événements internationaux s'immiscent de plus en plus dans notre vie quotidienne. Nous allons donc œuvrer ensemble pour soutenir les institutions qui contribuent à assurer la stabilité et la prévisibilité nécessaires à la prospérité de nos pays. Cela implique d'élargir l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste et d'approfondir sa coopération avec l'UE. Cela comprend également la mise en place de chaînes d'approvisionnement plus diversifiées dans des secteurs clés tels que les minéraux critiques. En définitive, c'est ainsi que nous rendrons nos économies plus résilientes et que nous assurerons la prospérité et la sécurité économique de nos populations. Le chef de l'autorité de régulation financière indonésienne et d'autres responsables de l'organisme ont démissionné vendredi afin d'assumer la responsabilité d'une vente massive de titres sur le marché cette semaine, selon un communiqué de l'autorité de régulation financière, au lendemain d'une vente massive de titres de 80 milliards de dollars.
Le bilan d'un glissement de terrain survenu près de Bandung, sur l'île indonésienne de Java, est monté à 53 morts, ont annoncé samedi les autorités qui ont prolongé d'une semaine les recherches des disparus. En novembre, 3 provinces de l'île occidentale de Sumatra ont été dévastées par des inondations qui ont fait près de 1200 morts et déplacé 240 000 personnes. 10 membres des forces de sécurité pakistanaises et 67 terroristes ont été tués lors d'attaques menées par des hommes armés baloutches samedi dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan. Il s'agit d'une attaque coordonnée sur plus de 12 sites. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.